Bonjour, je suis Xavier Fagnon, je suis comédien spécialisé dans le doublage. Je travaille régulièrement au théâtre. En ce moment, je joue La Cagnotte d'Eugène Labiche en tournée et bientôt au Festival d'Avignon, avec, pour ceux qui connaissent, Vincent Ropion, Christophe Lemoine, Céline Ronté ou Barbara Tissier, Mégane Dandrael et Thierry Jeanne. Une belle distribution. J'ai fait pas mal de one-man show d'imitation aussi, dont le dernier, Rendez-vous Place Gandhi, qui était écrit avec Christophe Lemoine et les chansons avec Adrien Antoine. Donc voilà, on travaille en famille, comme vous pouvez vous en apercevoir. D'abord, j'étais triste de sa disparition, parce que je ne le connaissais pas très très bien, mais j'avais travaillé avec lui assez souvent et j'aimais vraiment son élégance, sa sympathie naturelle, l'œil qui frise qu'il avait, qui était vraiment très agréable lorsqu'on était en plateau. Et puis un talent énorme, et du coup lui succéder, c'était quand même assez impressionnant, oui. C'était une double succession puisque c'était aussi des personnages créés par Michel Modo. Et Michel Modo les avait interprétés pendant 20 ans, Gérard je crois entre 2 et 3 ans, peut-être 3 ans, et puis moi après, ça fait près d'une dizaine d'années que je les double. Donc j'ai succédé à Gérard, il fallait que je raccorde avec lui. J'ai certaines fréquences en commun avec lui, donc c'était assez facile de ce point de vue-là de raccorder avec lui, mais il fallait trouver aussi le raccord avec la création de Michel Modo. Gérard avait suivi ce que faisait Michel, se les était appropriés, et donc moi il fallait que je fasse la même chose, mais en faisant d'abord un vrai raccord avec Gérard, et petit à petit je pense qu'il y a un glissement qui tourne vers ma propre interprétation de ce que faisait Michel au départ, en fait. Je pense que c'est ça. Alors, je m'exerce en travaillant tous les jours en doublage. Enfin, pour tous les jours, c'est un peu présomptueux, mais en tout cas en travaillant vraiment beaucoup. C'est vrai, j'ai la chance d'avoir beaucoup de travail en doublage, beaucoup de personnages à assumer, dans plein de styles différents, dessins animés, pubs, films, séries, bon voilà. Donc c'est vrai que j'ai cette chance, et je pense que c'est parce que j'aime imiter que ma voix se déplace facilement. J'aime ça, et quand j'ai débuté le doublage, naturellement j'allais vers la voix originale que j'entendais. J'essayais de faire ce que faisait la personne, en fait, et plus que de me mettre en avant moi, il me semble, que de me mettre en avant. J'essayais vraiment de faire ce qu'elle faisait elle à l'écran, ce que faisait l'acteur, de pas le trahir trop, et puis d'essayer de... On est obligé de faire un milieu entre notre interprétation et la sienne, mais c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir bien changer ma voix et de tenir une voix, et puis d'aimer ça, en fait, d'aimer disparaître dans une voix comme d'autres personnes aiment jouer sous le masque, sur scène, ou en tant que clown. Ou, voilà. Bon, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup jouer avec ma voix et me rapprocher de ce que font les gens. En fait, ça m'inspirait de suivre le modèle original. Et petit à petit, j'ai appris aussi à m'émanciper de ça quand il le faut. Mais je crois que c'est une capacité qui m'a beaucoup servi, et qui est un peu... on est quelques-uns à être comme ça dans ce métier, et c'est un peu ma marque de fabrique, quoi, disons. Exactement, alors c'était le Théâtre National Terroriste, le TNT. On voulait tout faire péter. C'était mené par Ludovic Nobilo, et un metteur en scène qui monte encore des pièces, avec un style très, très avant-gardiste, et à l'époque on s'inspirait beaucoup de Dada, des dadaïstes, en fait, et c'était une pièce dadaïste de Ribemont de Seigne qui s'appelait Le Partage des eaux, et dans laquelle on jouait tous un peu des personnages à chapeau melon et à cagoule, et moi j'étais en caleçon aussi dans une cabine téléphonique, parce que je jouais un standardiste, et on jouait sur une dalle semi-privée à l'époque, qui nous permettait de faire ça. Et c'était itinérant, le public devait nous suivre. C'était un peu du théâtre de rue aussi, mais avec un texte quand même assez exigeant. J'ai la chance d'avoir fait quand même
plusieurs bonnes expériences, même très très bonnes. Le one-man show, c'est quelque chose qui compte pour moi parce que c'est des one-man shows d'imitation que je fais. Et j'aime ça, être seul sur scène. Alors, j'ai un pianiste avec moi, heureusement, hein, parce que c'est vrai que c'est plus sympa quand on est en tournée ou quand on a des dates un peu difficiles à faire, d'être avec quelqu'un qu'on connaît bien. En plus, c'est un proche, enfin voilà, c'est un ami. Et c'est un excellent complice sur scène. J'ai la chance d'être entouré d'amis, puisque c'était Christophe Lemoine à la mise en scène et qui avait tout écrit avec moi. Adrien pour les musiques. C'était le dernier, c'était comme ça. Mais voilà, c'est une expérience forte. J'en avais fait un autre en 2002 qui était avec beaucoup d'écrans, assez conceptuel, qui avait rien à voir. Mais à chaque fois, c'est une sensation forte de jouer ce qu'on écrit, en fait. Et parce que si ça marche pas, le bide on le prend tout de suite. Mais si ça marche, si ça plaît, les énergies positives, les rires, tout ça, on les prend directement. La récompense est d'autant plus forte, quoi, je trouve. Une autre expérience aussi, moi, dont je parle de temps en temps, c'est le cirque. Ça fait 27 ans que je travaille avec la famille Bouglione en tant que Monsieur Loyal, avec Christiane Bouglione, que je remercie encore, parce que c'est elle, en fait, qui m'a un peu professionnalisé dans le métier, en passant par le cirque. Et ce que j'aime dans le cirque, c'est que ce rond, comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu comme l'origine du jeu de l'acteur aussi. Avec en plus, alors eux, ils ont tout un travail du corps et de performance que je ne connais pas. Mais moi, je suis là plus pour la parole et puis pour jouer avec les clowns, les mettre en valeur et puis faire rire le public, le mettre dans de bonnes dispositions pour qu'il accueille tel ou tel numéro. Et j'aime beaucoup ça aussi, j'aime beaucoup ça. Et puis c'est un monde... alors là, c'est une famille... j'ai la chance d'être un ami de cette famille, d'être vraiment inclus dans la création de chaque spectacle facilement si je le veux, ou disons qu'ils me posent des questions, enfin on échange facilement sur ce qu'il y a à faire. C'est eux qui montent le spectacle, hein, mais je veux dire, voilà, c'est une complicité naturelle qui est vraiment très très agréable. Je me sens complètement libre avec eux. Et d'être dans ce monde-là, j'ai la chance d'être dans plusieurs mondes. Le monde du théâtre, le monde du doublage, et puis le monde du cirque. Non, mais quand même, Rendez-vous Place Gandhi, c'était un spectacle avec une histoire, donc c'était plus théâtral qu'un spectacle d'imitation classique. Et avec des imitations, puisque je jouais une trentaine de personnages, voilà, c'était une espèce de Pékin Express. Enfin, c'était Rendez-vous Place Gandhi, le nom de l'émission, mais c'était un peu ça. Omar Sy faisait équipe avec Alain Juppé, Chantal Latsou avec Patrick Bruel, Arnaud Montebourg avec Franck Ribéry, Jane Birkin avec Alain Souchon, et le but c'était d'arriver les premiers au prime time, présenté par Édouard Baird, qui avait vraiment beaucoup de mal à faire respecter la charte écologique de cette émission. Parce que forcément, il y a tellement de surprises comme ça quand on a tous ces personnages connus. Enfin bon, voilà, mais c'était marrant, et surtout, il y avait une trentaine de personnages avec des chansons, donc il y avait aussi la chanson. Enfin voilà, il y avait quand même un spectacle qui incluait plusieurs cordes que j'ai à mon arc. Non, c'est du marketing, quoi. On le sait, c'est du marketing. Il y a des bonnes surprises, il y en a des moins bonnes. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a deux vitesses. Il y a ceux qui savent, qui sont comédiens, et puis ceux qui ne le sont pas. Dans ceux qui ne le sont pas, parfois, s'ils ont des choses assez courtes à faire, et puis qu'ils ont une personnalité forte, on les prend pour ça. Donc, ils peuvent y arriver. Souvent, ils le feront moins vite que nous, on le fait, puisque on est beaucoup plus exercé qu'eux. Et puis, il y a ceux qui sont comédiens. Et je pense que ça fait un moment maintenant qu'elle est là, cette mode des Star Talent. Mais c'est vrai que c'est arrivé aussi parce que, j'imagine, en VO, ils doublent avant l'image. Ils créent l'image. Ils font de la création de voix, comme ça arrive. Moi, ça m'est arrivé sur des séries comme Ernest et Célestine, par exemple. On travaille avant l'image. Et donc, c'est pas tout à fait le même travail. On n'est pas contraint dans le rythme de quelqu'un d'autre. On est justement à son propre rythme.
ça qui est génial quand on fait de la création de voix. On joue comme on veut jouer, en fait. Donc on a tout le champ des possibles. Alors qu'avec le doublage, on est obligé de suivre une image. Mais quand on sait s'en servir, c'est un avantage parce que on voit l'image définitive. Donc on peut se caler dessus, s'en servir. Et justement, là où parfois ça manque un petit peu en anglais parce qu'eux n'avaient pas l'image et que, c'est pas exact. Il y a des petits détails quoi, qu'ils ne pouvaient pas voir. Nous, on les voit. Donc on peut les mettre en valeur. Bon. Alors, je pense que c'est pour ça, et donc c'était des stars qu'ils prenaient qu'ils prennent toujours dans les films, dans les gros films d'animation, à la base, qui travaillent pas forcément en doublage, mais en création de voix. Et je pense qu'on a voulu redonner cette image de star pour vendre les films et pour pouvoir en parler dans les émissions, tout ça, j'imagine. Donc, c'est un choix de production, c'est pareil. C'est pas toujours réussi, quoi, évidemment. Oui. Ben, alors, Dr. Harrow, c'est vrai qu'il y avait des termes assez précis. Lui, après, c'est qu'il a vraiment une façon de jouer très particulière et des codes de jeu très particuliers. Et à suivre, c'est pas facile, je trouve. Mais il est très intéressant à doubler à cause de ça. Puis c'est un personnage finalement assez riche, avec beaucoup de facettes. Donc ça, c'était très intéressant à faire. Après, nous, on arrive la série est faite, les textes sont écrits, on découvre au moment. On est sur beaucoup de problèmes d'interprétation, de décodage de l'image, etc. Et de décodage, d'arriver à savoir comment jouer, quoi. Surtout, on n'a pas énormément de temps non plus, donc il faut quand même être réactif. On est concentré sur plus de choses. Mais de temps en temps, oui, on apprend. Tiens, je savais pas que ça c'était possible. Ou... Sur NCIS, c'était plus le côté fantasque du personnage qui était sympa à faire et frimeur, quoi. Écoutez, vous leur donnerez mon numéro de téléphone après. Non, mais ça fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir, bien entendu. Après, voilà, c'est comme ça, comment dire, il y a la voix, il y a le physique. Voilà, bon, il suffit d'éteindre la lumière, quoi. Déjà, Maître Mande, c'est pas dur, il est toujours un peu comme ça. C'est vrai qu'il est assez rond, c'est Seth Rogen, donc je le prends toujours comme je prends Seth Rogen. Je le prends comme ça. Après, si je dois passer à Alpha, c'était. Alors, si je passe de Mante, disons que Mante, et Alpha, c'était écaille. Il était pitché, hein, mais voilà. Et Franck, au feu. Et Watson, Holmes. Quand cela va-t-il s'arrêter, s'il vous plaît? Arrêtez vos singeries. Et on peut terminer par Aquaman. Allez, rouquine. Merci beaucoup.